Salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. C'est la causerie, format rapide, environ 10 minutes. J'aurais dû la faire hier, voire avant-hier, mais je n'ai pas eu le temps. Anniversaire, le mien, 35 ans. Voilà, j'ai eu beaucoup d'occupations, pas que des positifs d'ailleurs, mais c'est comme ça, c'est la vie malheureusement. Mais voilà, je suis maintenant disponible pour vous et on va revenir sur ce petit format, sur toute l'actu ou presque de l'OL et par extension d'Eagle Football Group. Au menu, 3 gros sujets. Cherki, qui devrait logiquement d'ici les prochains jours partir vers City. On est sur la fin des négociations, j'imagine. En tout cas, c'est bien enclenché. Second sujet, on évoquera les potentielles arrivées qu'on a apprises dans la presse, dans l'équipe de Danilo et de Matt Turner, qui appartiennent tous deux au club du copain Marinakis de Nottingham Forest. Tiens, là encore, ça fait beaucoup réagir et c'est normal, ça interroge beaucoup sur la stratégie sportive de l'OL et de Textor, évidemment. Et on finira par un sujet sur Eagle Football Group, avec une actu, là encore, trépidante, à la fois côté l'ex-Molenbeek, parce que le nom a changé, côté Crystal Palace et enfin côté Botafogo. Et vous verrez que, encore une fois, dans la constellation Eagle, dans l'ensemble des clubs que détient plus ou moins John Textor, eh bien, il y a un enfant chéri qui est Botafogo. C'est maintenant clair pour tout le monde, je pense qu'on a tous compris. Avant de commencer les amis, pensez, si vous aimez le contenu, au petit pouce, à commenter, à me dire vos différents points de vue sur les sujets évoqués dans la vidéo de la causerie. Pensez à vous abonner et enfin activer la cloche pour ne rien manquer. Merci par avance les gones. Et j'y pense, je voulais aussi remercier chaleureusement Elisa et Anna-Chloé pour ce gentil cadeau qu'elles m'ont offert il y a quelques jours maintenant, voilà, qui me touche beaucoup. Une peluche Olympique Lyonnais, un nounours qui apparemment me ressemble beaucoup de ce qu'on m'a dit. Merci beaucoup les filles, c'est très gentil. Allez, sans plus tarder, on commence par le thème numéro 1 qui est la possible signature de Ryan Cherki côté Manchester City. On sait que Pep Guardiola aime beaucoup le joueur, c'est pas étonnant. Et on a appris donc via Fabrizio Romano, le pape du Mercato, il y a maintenant quelques heures, que, alors je vous cite le tweet en question, que Ryan Cherki serait donc pressé de devenir un joueur de City, on peut le comprendre. Ça attire beaucoup Pep Guardiola, grand club anglais, qui chaque année joue le top 3 en Première Ligue et l'ambition de Ligue des Champions. Forcément, ça fait rêver. Et on apprend que Manchester City fait tout, et le joueur aussi, pour boucler le deal avant le mondial des clubs qui se jouera d'ici à peu près une semaine. Donc City compte sur Cherki pour le mondial des clubs. Et Cherki, on peut le comprendre, veut impérativement jouer la compétition. Je cite Romano, il fait énormément d'efforts pour parvenir à boucler le deal. On peut le comprendre. Alors, j'ai fait un tweet sur le sujet. Je n'exclus pas. Pour moi, il y a un monde dans lequel, à tout moment, Florentino Pérez, président du Real Madrid, décide de craquer le chéquier et envoyer 40 millions sur la table pour Cherki. Je sais pas, moi, il y a un monde dans lequel j'imagine Ryan à la Maison Blanche de Madrid, et ça me paraîtrait juste normal. Les plus grands talents ont tous, tôt ou tard, eu ce maillot mythique sur les épaules du Real Madrid. On verra bien. Peut-être qu'il finira à City, c'est même quasiment acté. Mais voilà, je n'exclus pas ce monde dans lequel il pourrait être madrilène d'ici quelques temps. On verra bien, en tout cas, peu importe où il ira, Ryan. On lui souhaite évidemment le plus gros bonheur et épanouissement possible, d'autant plus que son match en bleu contre l'Espagne, moi, il m'a... Waouh. Voilà, ça a été l'instant de grâce de la soirée moribonde de côté équipe de France. Ryan, c'est juste exceptionnel. Et je repense à toutes ces fois où j'ai pu dire en vidéo que Deschamps devait impérativement le prendre. Je maintiens. Depuis maintenant, c'est pas récent, ça fait des mois que c'est comme ça, qu'on le voit progresser, être décisif quasiment tous les matchs, ou presque. Il n'y avait aucun argument sportif valable pour s'opposer à Cherki en bleu, si ce n'est des clichés, des stéréotypes sur ce qu'il pourrait être, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est un bon garçon, gentil, que j'ai souvent tensé pour son manque de sens collectif il y a maintenant 2-3 ans, mais c'est plus le cas du tout. Il pense le jeu, dans l'intérêt du jeu. Ryan, bravo, continue comme ça, tu me régales. On enchaîne, sujet numéro 2, Mercato toujours dans le sens des arrivées et non plus des départs, avec une information que je mets à l'écran, publiée par l'équipe il y a maintenant 2 jours. On a appris, donc sous la plume de, je crois, Loïc Tanzi et Hugo Guillemet, hop, l'article, le voici, le voilà, on a appris que l'OL pourrait donc acquérir les droits de 2 joueurs d'ici le 24 juin, si par bonheur nous passons la DNCG,
positivement. En l'occurrence, 2 joueurs de Nottingham Forest, comme toujours, les deals continuent avec monsieur Marinakis, le copain de John Textor, le grand ami qui boucle beaucoup de transferts interclubs. 2 joueurs, donc Danilo, le Brésilien que j'ai décrit en vidéo sur la chaîne il y a maintenant, je crois, 2 jours. Je vous renvoie à la vidéo quelque part ici à l'écran, en bas à droite. Allez la consulter les gones, si ce n'est pas encore le cas, ça me fera très très plaisir. Donc Danilo, mais pas que, également Matt Turner. Pour un montant, accrochez-vous, pour un montant total d'environ 30 millions d'euros. Sachant que, si on se fie à la presse anglaise, Danilo, les rumeurs sur le tarif sont aux environs des 20-25 millions d'euros. Donc, par voie de conséquence, et je me fie aussi à ce qu'a dit Charlie, que je salue mon Charlie sur Twitter, Matt Turner, si on évoque un montant d'environ 7-8 millions d'euros, ça ne serait pas surprenant. Je répète, Matt Turner, numéro 2 depuis maintenant un bail, dans les différents clubs où il est passé, Arsenal, Palace, Forest, numéro 2, pour 7-8 millions d'euros. Je répète pour que tout le monde comprenne bien, on parle de Matt Turner, numéro 2, partout où il est passé, ou presque, hormis en sélection, pour environ 7-8 millions d'euros et un salaire de 2 millions d'euros annuels. Alors là, les amis, j'aurais dû en parler hier, voire avant-hier, je n'ai pas eu le temps, comme je vous l'ai dit, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, allez, c'est reparti, on recommence, retour, flashback à l'été 2024. Textor va nous refaire le même cirque, le même sketch qu'il y a maintenant un an, avec des deals interclubs OL Forest, des montants astronomiques sur des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau du montant déboursé. Et moi, je n'en peux plus. Alors oui, je l'ai dit en vidéo pour Danilo, bon profil, intéressant, il a un profil, un registre qu'on n'a pas à l'OL, en tout cas pas à son niveau, d'équilibre transitionnel attaque-défense, un joueur qui va récupérer beaucoup de ballons, agressif, mobile, beaucoup de volume de jeu, très bien. Moi, je ne mets pas en question le profil technique de Danilo, mais le montant pour Danilo et Matt Turner, 30 millions d'euros pour eux deux, c'est pas possible, faut arrêter. Je pense que là, il faut vraiment arrêter les conneries. Si on cumule Niakate, Mangala, Danilo, Turner, Nuama, on est à 70, plus 30, 100, plus quasiment 30, on est à 130 millions d'euros. Je répète, Niakate, Mangala, Danilo, Turner, Nuama, 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Il faut arrêter, John Textor, arrêtez-moi ce massacre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je m'interroge vraiment sur la politique sportive de l'OL. C'est quoi en fait le projet ? C'est quoi ce projet si chaque été on nous fait venir des joueurs payés une blinde parce qu'il y a des copinages, des deals de copains, des petites tambouilles internes entre Forest et l'OL? Mais c'est quoi le projet? C'est quoi le... Moi, ça me fatigue, ça m'épuise. Je l'ai dit sur Twitter, si j'étais membre de la cellule sportive, je me dirais, mais à quoi je sers en fait? À quoi je sers? Je suis là, j'ai un boulot, je vois peut-être chaque année 4, 5, 10 000 matchs. Je propose au club des fichiers à peut-être 1000 joueurs sur un poste. Et on en fait quoi en fait? On en fait quoi? Pour faire venir Danilo, Matt Turner, Niakate, Mangala pour 100 millions d'euros, mais tout le monde peut le faire. On n'est pas des scouts, j'en suis pas un, vous non plus, mais on peut tous le faire. Voilà, je prends le chéquier, allez hop, Danilo 25, Niakate 31, Mangala 35, et on pourra me dire, mais c'est pas le prix véritable qu'a payé l'OL. On s'en fout. Comptablement, c'est ce que l'OL a payé. Et ce que l'OL va payer pour des joueurs qui sont, à mon avis, loin de ce montant-là, quoi. Alors, Danilo, oui, profil que je valide, mais Matt Turner, ça interroge. Moi, je me dis que Matt Turner, 30 ans, quasiment 31 ans, salaire Première Ligue, très important, il n'a en rien le profil, en tout cas à l'OL, d'un numéro 2. C'est évident, c'est évident. Voilà, si demain on me dit que Perry part et que Turner il a ce profil de numéro 1 bis, je serais pas étonné. Voilà, je serais pas étonné. J'ai le sentiment qu'on est en train d'assister à encore un coup fourré, un énième coup fourré, que Perry sera l'un des candidats au départ et qu'on va nous mettre Matt Turner comme numéro 1 bis. Voilà, et c'est comme ça que je l'imagine. Parce que mettre sur le banc un gardien numéro 2, en théorie, à 2 millions d'euros annuels, c'est pas possible. En tout cas, dans l'optique olympique lyonnais où il faut serrer les boulons, c'est pas cohérent. Je passe mon temps à vous dire en vidéo que l'OL doit avoir une masse salariale plus petite, plus faible. Et Textor himself l'a dit en conférence de presse courant
octobre-novembre, dans mon souvenir, il avait dit, texto mot pour mot, que l'OL devait baisser d'environ 50 millions d'euros la masse salariale. 50 millions d'euros. Alors il nous dit ça il y a maintenant 6 mois, et il nous prend un potentiel numéro 2 à 2 millions d'euros annuels de salaire. C'est pas cohérent, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a anguille sous roche, il y a un truc qu'on nous cache, évidemment. Quoi, je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera numéro 1 bis? J'en sais rien du tout. Mais ce deal-là, il interroge évidemment d'un point de vue économique, financier, budgétaire, salarial et sportif, évidemment. Voilà, stop, arrêtons tous ces deals entre copains, c'est pas possible, parce qu'au final, la victime, c'est qui? Bah, c'est l'OL, c'est nous, c'est l'OL, toujours, toujours. Alors oui, d'un point de vue comptable, si on se pose 30 secondes, ces différents deals, ils ont un sens. Ils ont une justification. Je m'explique. Lorsque Textor et Marinakis font des transferts, Niakate, Mangala, ou sens inverse, Jair Cunha, ou encore Igor Jesus, ça a du sens parce que Marinakis, il va payer comptant. Il paye quasiment d'une traite le transfert de Jair Cunha et Igor Jesus. Donc le cash va rentrer directement en grande quantité dans les caisses de Botafogo, l'OL, peu importe, ou le pot commun Eagle Football Group. Donc d'un point de vue comptable, Eagle Football Group et par conséquent l'OL va enregistrer des flux monétaires assez conséquents et d'un coup. En l'occurrence, si Botafogo vend Igor Jesus 25 millions à Forest, de ce que j'ai pu comprendre, Marinakis va payer 25 millions d'un coup ou presque. Donc, le flux entrant, il est très fort pour l'OL et pour Eagle Football Group. Et à ce flux entrant correspond aussi en retour un flux sortant qui est, comme je vous l'ai dit, l'achat de Danilo et de Matt Turner. Sauf que, à la différence de l'achat de Cunha, Jair Cunha et Igor Jesus, l'achat de Matt Turner et de Danilo se fera sur plusieurs traites, plusieurs échéances. Et d'un point de vue comptable, c'est toute la logique des deals entre Marinakis et Textor. Ok, je te prends Igor Jesus et Jair pour un montant qui paraît un tout petit peu faible par rapport à ce que tu aurais pu espérer en temps normal, mais par contre, je te paye tout d'une traite. Donc tu as beaucoup de cash qui rentre, un flux entrant dans Eagle Football Group. Mais en contrepartie, toi tu me prends Danilo, que tu paieras sur 4-5 ans, l'amortissement du contrat, et forcément, comptablement, eh ben, ça crée de la richesse pour l'OL, un gros flux rentrant, un petit flux sortant qui va être amorti sur plusieurs saisons. C'est toute la logique comptable. Alors oui, d'un point de vue comptable, ça peut se comprendre, on peut l'entendre, mais d'un point de vue sportif, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi avoir comme ça structuré une cellule sportive avec des gens compétents, Mathieu Séquinger par exemple, qui est un excellent scout qui a pris du galon à l'OL, quel est en fait le but, ou encore Miki que j'oublie, Mika que je salue, quel est le but si en fait tu leur mets dans les pattes des joueurs qu'ils vont, oui, valider, parce que les salariés vont dire oui au patron, c'est évident, mais quel est en fait le but? Laisse travailler les gens compétents. T'as des gens qui vont éplucher peut-être sur une année, sur un poste, 500 joueurs. Laisse-les faire leur boulot, donne-leur les moyens. Moi, je me dis que les 130 millions sur Mangala, Niakate, Nuama, Danilo, Matt Turner, si le deal se fait, les 130 millions, mais confie-les à des gens compétents qui vont te trouver des petites perles, comme il y en a plein en Jupiler Pro League, en D1 Suisse, mais laisse-les bosser. Laisse-les bosser, c'est pas possible, quoi. Chaque année, c'est pareil. Bref, ça me gonfle. C'est un truc qui me gonfle. On n'en sortira jamais. Et d'ailleurs, on a appris au passage que l'OL détenait, j'y pense, les droits économiques de Jair Cunha. Alors je rappelle que dans la communication financière du groupe Eagle, il n'y a absolument rien qui le stipulait, en tout cas au mois de mars. Donc j'imagine que le transfert des droits économiques de Botafogo vers l'OL pour Jair Cunha, comme Igor Jesus, comme Almada ou d'autres, il s'est fait récemment. Mais si on se fie à l'équipe, l'OL devrait percevoir les fruits de la vente de Jair Cunha et donc d'Igor Jesus. Là encore, toute la tambouille interne propre à Eagle Football Group. Et pour terminer, troisième thème de la vidéo, c'est l'actu d'Eagle Football Group. Je pense que vous avez dû le voir les gones sur Twitter, mais John Textor a modifié le nom du RWDM Molenbeek. Terminé, fini l'appellation RWDM Molenbeek, maintenant place à Daring Brussels. Alors, ce sujet-là, il fait beaucoup de débats côté belge, je peux le comprendre. Je suis un de ceux qui disent que si on touche à la culture, à l'histoire des clubs, au nom des clubs, au logo des clubs,
c'est inadmissible. Un club a une histoire, un passé qu'il faut respecter, évidemment. Là, les motivations de Textor, je peux en partie les comprendre, si vraiment je suis franc avec vous. On se rappelle que la banlieue de Bruxelles, Molenbeek, a été connue pour des motifs, pour des raisons sacrément tristes et tragiques, en l'occurrence les actes terroristes qui ont eu lieu, en tout cas qui provenaient de ce quartier de Bruxelles. Donc d'un point de vue, comment dire, branding, la marque Molenbeek, je peux comprendre que le nom Molenbeek puisse déranger. Ça me paraît pas déconnant en soi. Il faut aussi se dire que oui, la connotation autour du nom Molenbeek, elle est plus négative que positive. Ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, il y a le point de vue des supporters que je comprends tout à fait, qui disent bah c'est honteux, on bafoue l'histoire du club, on saccage le passé, l'histoire, la tradition, l'héritage du RWDM. Ça, je peux l'entendre. D'autant plus que, alors le nom Daring Brussels, il fait écho à l'appellation originelle du club qui était Royal, le Royal Daring Brussels, matricule numéro 2. Alors le matricule en Jupiler Pro League en Belgique, c'est quoi? C'est en fait la licence qu'on va attribuer au club qui est créé. Et matricule numéro 2, ça veut dire que dans l'histoire du football belge, des clubs belges, eh bien c'est le second club à avoir été immatriculé par la Fédération de football belge. C'est quand même pas rien, et je peux comprendre que ça, le changement de nom, de logo, ça interpelle. Évidemment, ça interpelle. Donc maintenant, on ne dira plus Molenbeek, on dira le Daring Brussels pour qualifier le club de John Textor. Et je pense évidemment chaleureusement à tous ces fans qui défendent le patrimoine, l'héritage des clubs. C'est extrêmement important et nous, soyons vigilants à ce qu'on n'ait pas affaire à ça d'ici quelques temps. Faut pas non plus l'exclure, c'est pas impossible. Même si je pense que le branding, la marque OL, elle est quand même tellement imprégnée au niveau européen et mondial qu'il me paraît difficile de la modifier. Voilà, retirer Olympique ou Lyonnais, ça me paraît compliqué pour plein de raisons très très diverses. Ensuite, on enchaîne avec le cas de Crystal Palace. Là, c'est encore une fois, c'est rocambolesque. On a appris dans la presse anglaise que Crystal Palace pourrait être interdit non seulement d'Europa League, mais également de Conference League. Alors pourquoi? Pour faire très simple, vous le savez, John Textor détient 43% de Crystal Palace. Et en même temps, il détient l'OL. Ce qui fait que Palace qualifié via la FA Cup en Europa League et l'OL qualifié via la Ligue 1 en Europa League, les deux sont donc dans la même compétition européenne et l'UEFA interdit strictement que deux clubs qui ont le même propriétaire puissent jouer une même compétition européenne pour des conflits d'intérêts qui sont largement compréhensibles et anticipables. Ça, on peut le comprendre. Et pour cette raison-là, les dirigeants de Crystal Palace, donc Textor, Parish, Blitzer et Harris, lors d'un sommet d'urgence avec l'UEFA, ont émis l'idée de mettre en gros dans une entité de confiance aveugle, un blind trust, comme on dirait en anglais, toutes les actions de John Textor. Et ce procédé-là a déjà été mis en place par différentes multipropriétés, notamment c'était le cas pour, je crois, Manchester United et Nice à l'époque, qui ont dû, pour des raisons donc de conflits potentiels d'intérêts, ont dû procéder à un blind trust. Donc là, c'est pareil pour l'OL et Palace, mais l'UEFA a dit non, solution balayée rapidement, puisqu'en fait, là encore, motif qui fait tellement rire, mais qui fait rire jaune, j'imagine, pour les fans de Crystal Palace, il se trouve que l'UEFA impose un délai de 6 mois pour justement mettre en place une telle opération. Et la date butoir était fixée au 1er mars 2025. On est début juin, évidemment, avec 3 mois de retard. C'est quand même compliqué de procéder à une telle opération. Donc, l'avenir en Europa League de Palace est un peu plus compromis. Et on a appris que Textor était prêt, en conséquence, à vendre ses titres de Crystal Palace à Parish, Blitzer ou encore Monsieur Harris, mais à un prix décoté pour aller plus vite. Mais je n'exclus pas non plus l'hypothèse que John Textor ait conclu, en tout cas s'il parvient à vendre ses titres pour Palace, qu'il conclut un accord sur une potentielle, un pourcentage à la revente des titres qu'il aurait cédé aux 3 co-investisseurs, 3 copropriétaires de Crystal Palace. Il n'y a pas 10 000 solutions pour Palace, il y en a même 2 qui sont, dont une que j'évoquais à l'instant. Number 1, c'est la vente, même 3, c'est la vente numéro 1, donc des titres de Textor à Parish, Blitzer ou Harris. Ça, c'est l'option numéro 1. Numéro 2, c'est le Blind Trust, mais ça a été refoulé par l'UEFA. Et numéro 3, c'est peut-être celle qui se produira d'ici quelques temps. Il faudra que les dirigeants de Palace prouvent à l'UEFA
que John Textor n'a aucune influence dans les prises de décision côté Crystal Palace. Ça paraît là encore extrêmement difficile parce qu'on sait que l'UEFA est scrupuleuse, elle vérifiera attentivement le capital détenu par Textor dans Palace, et même s'il pèse une voix sur 4 et qu'il est minoritaire d'un point de vue décisionnaire pour être très précis, voilà, ça paraît quand même compliqué de prouver à l'UEFA que Textor n'a aucune influence sur Crystal Palace. Et le pire dans tout ça, c'est que si Palace devait être reversé d'Europa League vers la Conference League, eh bien en Conference League, il y aurait le même problème, parce que Textor détient en partie Crystal Palace, et l'un des copropriétaires de Palace, qui est Monsieur Blitzer, détient le club danois de Brøndby, on dit Brøndby en danois, donc Brøndby détenu par Blitzer, et là on aurait encore une fois un conflit d'intérêts entre clubs qui seraient détenus par des mêmes propriétaires. Sacrément compliqué pour Crystal Palace, qui pourrait peut-être dans un monde catastrophique être privé d'Europa League et de Conference League parce que ses propriétaires sont en multipropriété, c'est totalement rocambolesque. Et pour finir, parce que dans l'histoire il y a bien un club qui est heureux dans la structure Eagle Football Group, c'est l'enfant chéri, c'est Botafogo, qui à l'heure où on se parle fait un petit mercato tranquillou gilou, voilà, à quelques jours du mondial des clubs. Ils ont bouclé 4 transferts et pas des moindres, je vous les mets à l'écran. Alvaro Montoro, qui est la pépite argentine, meneur de jeu très, très fort techniquement. Caio Pantaleão, Correa, qui est passé par l'OM et donc vendu par l'Inter Milan. Et enfin Arthur Cabral, ce bon numéro 9, qui est profil puissant, fort de haut jeu, qui a joué à Bâle, qui a cartonné à Bâle en Suisse, qui a été plutôt intéressant à la Fio quand je l'ai vu à l'époque en Serie A, qui a été plutôt intéressant à Benfica. Un numéro 9 qui, je pense sincèrement, Legon, ne ferait pas tâche à l'OL comme numéro 2 derrière Mikotadze. Mais là encore, ce sont les joies du multiclubisme en faveur de l'enfant chéri de Textor qui est Botafogo. Il y a l'OL qui est sous contrainte des NCG, Palace qui est menacé d'exclusion des coupes européennes, Molenbeek qui vit une crise institutionnelle parce qu'on refond tout leur patrimoine, toute leur histoire, et pendant ce temps-là, Botafogo va jouer un mondial des clubs, après une saison brillante l'an passé en Serie A brésilienne et aussi en Coupe Libertadores, et va jouer donc avec 4 recrues ce mondial des clubs pour des montants qui sont assez intéressants. Arthur Cabral, c'est 15 millions d'euros, rien que ça. Voilà en gros les gones, ce que j'ai voulu vous dire. Actu extrêmement riche, très très varié, OL, Eagle, Cherki, bref, il y a beaucoup de thèmes à évoquer ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, aux commentaires, activez la cloche et vous abonner. Sur ce, ciao les gones, portez-vous bien et allez l'OL toujours plus que jamais. Ciao.